Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous. Vous écoutez Africa FM et c'est votre émission Éco-Sahel. Éco-Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Dans ce nouveau numéro de l'économie africaine de l'Éco-Sahel, nous allons parler de l'état de l'économie du Niger. Une année après l'arrivée au pouvoir du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, un groupe militaire, qui est arrivé au pouvoir, ça fait 12 mois à présent. Alors, nous allons analyser les impacts économiques de ce changement de régime, les défis auxquels le pays est confronté, ainsi que les perspectives futures pour le Niger. Et pour nous aider à comprendre cette situation complexe, nous avons avec nous l'expert en économie, Mahfoud Kaoubi. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Samuel. Bonjour. Bonjour. Et Mzoura Lahiani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Mzoura Lahiani. Bonjour. Alors, je le disais, nous allons aujourd'hui essayer d'analyser l'état de l'économie nigérienne après une année de CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à sa tête le général de brigade Abdrahman Tchani. Alors, un bilan économique pour commencer. Mahfoud Kaoubi, contexte assez difficile, changement de régime. Est-ce que généralement l'économie est affectée par la politique de façon directe ? Oui, tout à fait. Ce que vous dites, la question est très pertinente dans la mesure où le lien entre la politique et l'économie est tellement étroit qu'on dirait que la politique et l'économie sont les deux faces d'une même pièce pratiquement. Dans la mesure où l'économie a besoin d'institutions politiques fortes, stables, qui arrivent à mobiliser les différentes couches de la société, et d'autre part, de proposer un projet fédérateur, d'une part, et de l'autre côté, de proposer donc une vision pragmatique qui permet donc de libérer toutes les potentialités économiques. Donc stabilité politique est égale stabilité économique. Tout à fait. Oui. Même quand on parle d'investissement, donc tout ce qui accompagne l'investissement comme incertitude, dans la mesure où l'investissement moteur de la croissance est une action sur le futur. Et le futur est mesuré, est appréhendé en fonction des éléments de stabilité qui sont affichés dans un pays. C'est pour ça qu'on parle de climat des affaires, et la stabilité politique, la stabilité institutionnelle est l'élément le plus important, c'est l'élément par excellence qui est déterminant dans la reprise de l'investissement ou dans la mobilisation de flux d'investissement extérieurs. Oui. Maintenant, pour le Niger, une année... Déjà, pour établir une comparaison, il faut déjà peut-être... pour établir un bilan, il faut faire une comparaison. Il faut parler peut-être du Niger avant le CNSP. Après. Non, si on prend les indicateurs macroéconomiques, le bilan qui a suivi la Covid, donc 2021 et 2022, a été assez positif pour l'économie du Niger. Pour rappeler, c'est 7,2% de taux de croissance en 2022. Contrairement au reste du monde, l'économie nigérienne s'était bien tirée. Elle a donné de très bons résultats post-Covid, donc 2021 et 2022. 7,2 qui a fait que le Niger a été pratiquement un des champions en matière de croissance en Afrique. Donc dans le top 3 en matière de croissance. Mais comment on explique cette croissance juste après une pandémie mondiale où tout le secteur économique du monde entier était à l'arrêt? Comment on explique ça? On l'explique par deux choses. Donc le potentiel énorme, et deux, ces réserves en matière d'uranium aussi, principalement, et aussi donc des réserves en matière, parce que ce qui a été réalisé, c'est le secteur agricole, le secteur des mines principalement, mais aussi le secteur de l'agriculture et des infrastructures aussi, parce qu'il y avait un mouvement assez important et une mobilisation de grands projets en matière d'infrastructure, ce qui a donné des résultats assez probants qui devaient
suivre un rythme de croissance. Et Chose oui. qui n'a pas été maintenue, je dirais. Et là, on voit l'importance de la stabilité politique. Au-delà du changement. Le changement qui est accompagné par une vision, qui est accompagné par une réponse en matière d'organisation ou de réorganisation de la sphère économique et politique, et un changement qui s'inscrit dans une logique internationale, parce que c'est très important pour le Niger, donc quand on parle des pays de Sahel, donc qui s'inscrit dans une logique internationale qui n'est pas contraignante. Or, ce qui s'est produit depuis une année au Niger a mis en difficulté cette organisation, Oui. a créé des zones d'incertitude, d'insécurité, il faut le dire d'une manière très claire, et aussi des approches différentes de la part des principales forces qui ont l'habitude d'avoir des relations avec le Niger ou qui sont intéressés par la stabilité au Niger. Et tout cela donc a fait que le taux de croissance a régressé, donc de 7,2. La croissance en 2023 donc n'a pas dépassé les 5%. Donc, perdre 2 points, c'est quand même un élément important. Et maintenant, il faut le relativiser par rapport à une situation qui peut être transitoire et qui peut mener à plus de croissance, comme aussi si cette transition n'arrive pas à régler les problèmes fondamentaux en matière d'organisation politique, institutionnelle et économique, elle peut produire les effets contraires. Et vous voyez, la réorganisation, les décisions qui ont été prises dans le domaine de l'exploitation de l'uranium, etc., oui. donc ont mené à des situations de régression en matière de production et d'exportation. En parlant d'uranium, Mahfoud Kaoubi, justement, il y a un événement majeur. Il s'agit du conflit russo-ukrainien. Est-ce que l'économie nigérienne a su profiter économiquement, je veux dire par là, de ce conflit-là? Maintenant, c'est pour ça on sait que le continent européen est un continent énergivore qui consomme beaucoup d'énergie. Il y avait le gaz russe, et après les sanctions européennes, est-ce que l'Europe a pu, est-ce que le Niger a pu profiter de son économie, de son uranium? L'économie nigérienne a-t-elle, est-ce qu'elle a pu profiter de cette crise-là? Actuellement, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont été prises pour revoir toute cette logique d'exploitation d'uranium, principalement par des entreprises françaises. Il faut rappeler que le principal client en matière d'uranium du Niger, c'est la France. Donc là, on prend une décision de réorganisation, de révision des conditions d'exploitation, notamment en ouvrant la concurrence à d'autres firmes chinoises et autres. Mais maintenant, cette période ne peut donner lieu qu'à une diminution de l'investissement, d'une part, et du volume d'exportation. Parce que c'est la période de révision, de réorganisation. Maintenant, c'est l'avenir qui va nous démontrer est-ce que les décisions qui ont été prises sont bonnes ou au contraire mèneront à une baisse. Seul le temps nous le dira, Mahfoud Kaoubi. Samuel Akizimana, alors on parlait des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie, tout comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger était aussi sujet à des sanctions de la CEDEAO. Est-ce que ces sanctions ont ralenti justement l'économie et ont ralenti le progrès économique dès l'arrivée du CNSP au pouvoir? En fait, c'est une vérité. Parce que déjà, quand on sait déjà que le Niger vivait grâce aussi aux pays voisins, parce que quand on parle sur le secteur importation, quand il avait besoin de tout ce qui est médical, etc., quand il s'agissait d'électricité, etc., il vivait grâce aussi aux appuis de autres pays voisins. Vous savez, il faut comprendre que on ne se suffit pas à nous-mêmes. Tu peux avoir toutes les richesses qu'il faut, mais tu ne te suffis pas à toi-même. C'est-à-dire que oui, le fait qu'il y a eu des sanctions, ça a impacté au Niger, c'est normal et on ne peut pas échanger à travers ça. Donc cet impact-là a eu une influence sur le côté économique parce qu'ils doivent faire le commerce entre eux. Lorsque ça ne marche pas, ça ne marche pas.
il doit y avoir des choses qui vont en pâtir. Mais pour une chose aussi, il faudrait dire en disant, nous devons avoir ce côté-là où nous devons regarder plus la priorité des intérêts de la population. Est-ce que s'il y a ces conflits, est-ce que ça arrange la population? Est-ce que le changement de régime, parce qu'il y a une chose qu'on regarde avec le Niger, c'est un peu complexe du fait que si on regardait sur place, c'est-à-dire que la population était d'accord avec le renversement du pouvoir. Ouais. La population était d'accord avec le renversement du pouvoir. Mais si on regardait très bien, c'était la CEDEAO qui n'était pas d'accord avec on sait très bien qu'il y avait aussi quelques influences qui ne voulaient pas que le régime sur place reste au pouvoir. Maintenant, moi j'aimerais revenir sur un point qui est un peu crucial. Moi je me dis, en regardant tout ce qui se passe depuis longtemps en Afrique, on revient sur le même principe. C'est-à-dire que ça s'est passé au Niger, mais ça s'est passé même avant le Niger dans d'autres pays, etc. Au Mali, au Burkina Faso, au Guinée. Burkina, etc. Donc on revient toujours sur le même, je pourrais dire sur le même spirale en fait. On tourne sur le même spirale. Mais d'autre part, nous, on doit se poser la question. Si on passe sur l'économie nigérienne, comme vous avez posé la question, avant le coup d'État, comment c'était? Après le coup d'État, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une avancée? Quelle avancée il y a eu? C'est-à-dire et selon vous, Samuel Akizimana, y a-t-il eu un progrès? Samuel, si on prend les indicateurs de mesure et on prend le taux de croissance en particulier, 2022, 7,2, 2023, donc 2021, 5,2, 2023, 2022, 11,2, et puis 2023, 2,7. On peut dire que donc les chiffres sont là, les chiffres parlent à eux-mêmes en fait. C'est là on peut pas inventer des choses. Moi je dirais que déjà il est très tôt pour tirer des conclusions définitives sur la situation économique au Niger, parce qu'après une année quand même il faut une analyse approfondie, donc c'est une situation complexe. Et au bout d'une année on peut pas analyser l'économie d'un pays, l'impact de. Mais ça prouve une chose, que toute situation d'instabilité ou de changement impacte directement l'économie. Préparer le changement, le faire digérer rapidement et reprendre la machine de la croissance est quelque chose de très très important. Parce que 40% du produit intérieur brut du Niger, c'est de l'agriculture. C'est important. Donc une situation d'instabilité, les flux migratoires, le manque de confiance, tout cela impacte d'une manière directe ce secteur d'activité. La même chose, parler des secteurs d'extraction, donc l'uranium et le pétrole aussi, qui constituent le principal revenu en matière de devises. Donc il a été directement impacté par cette situation d'instabilité. Et d'où cette chute très très remarquée. Et puis il y a les sanctions, Samuel le disait. Donc il y a les services qui constituent aussi 38% du produit intérieur brut en Niger. Donc les services, le commerce, le déplacement, etc. Tout cela a rétréci d'une manière sérieuse. Et les éléments, les résultats sont là. Un taux très très faible pour un pays qui connaît une croissance démographique hors pair. C'est pratiquement la première au monde. Même si le régime au pouvoir maintenant, le CNSP, a pris des mesures sur la situation, les éléments macroéconomiques, etc. Mais le résultat, on le verra sur le moyen terme et le long terme. Tout à fait. Donc à court terme, on l'espère. Et autre chose, en parlant du Niger et du Mali et le Burkina Faso, il y a l'Alliance des États du Sahel, donc cette coopération tripartite. Voilà, le Mali, le Burkina Faso qui décident de créer l'Alliance des États du Sahel, une coopération économique à la base, mais qui s'est transformée en coopération militaire et qui touche plusieurs domaines. Alors j'aimerais qu'on parle déjà de la coopération économique entre ces trois pays. Est-ce que, selon vous, c'est un modèle qui peut réussir? Est-ce que c'est un modèle sous-régional qui peut véritablement être un modèle assez intéressant? Mahfouz Koubi. Mazouara disait que c'est très tôt pour évaluer. C'est vrai, une année, ça ne permet pas, parce que l'observation se fait sur 3 ans, et cette observation est intéressée par la progression. Maintenant, le modèle. Les 3 pays donc, ont connu pratiquement les mêmes événements en matière de changement des élites. Arrivée des militaires au pouvoir, voilà, oui. Tout à fait. Avec pratiquement une même doctrine et une même vision
émancipatrice par rapport principalement à la France qui avait pratiquement une mainmise sur les richesses et même sur la chose politique dans les trois pays. Sur le plan de l'architecture, je dirais que c'est bien. Trois pays qui ont une même doctrine pratiquement et qui œuvrent pour donner plus d'intégration, se donner plus de moyens et surtout contrer les sanctions, parce que ça c'est très important. Parce que la réaction de la CEDEAO a été immédiate aux coups d'État qui ont été orchestrés, opérés. Et donc, est-ce que maintenant cette coopération en matière d'architecture se limite à une réaction aux sanctions ou est-ce qu'elle est assise sur une base réelle volonté et sur des fondamentaux qui font qu'elle s'inscrit dans une construction qui, certes, sur le court terme, va être affectée négativement par la situation sécuritaire, parce qu'actuellement, la coopération, elle est beaucoup plus militaire. dans le domaine militaire que... et c'est pour ça que dans toutes les chartes, dans tous les écrits relatifs à la stratégie de développement, on met comme condition élémentaire la stabilité. Et les trois pays souffrent d'instabilité. D'instabilité parce que les logiques sont sur le court terme, alors que le développement, l'investissement, c'est une logique qui agit sur le long terme. C'est pour ça que la difficulté d'évaluer de la justesse, de la fiabilité des mécanismes qui sont mis en place, je dirais, qui sont touchés par une myopie. Cette myopie est due à ce climat d'instabilité qui rend la logique militaire, l'insécurité, l'instabilité, les choses les plus importantes au niveau de cette région par rapport aux questions de développement, qui pourtant, depuis, je dirais, une dizaine d'années, n'arrêtent pas de susciter l'intérêt des pouvoirs publics et d'être mis en avant par rapport à cette question de sécurité. Samuel Akizman. Oui, on peut dire que c'est là où il est toujours très tôt pour en tirer des conclusions. Mais moi, je dirais juste que le temps donnera raison. Parce que M. Corby a dit quelque chose de très important. Au fait, il ne faut pas que ça soit cet État, l'alliance de l'État du Sahel, ça ne doit pas être quelque chose qui s'est fait sous les sentiments, en disant parce qu'on est tous les trois marginalisés, etc. Donc on s'est mis ensemble pour répondre à certains besoins. Ça veut dire que ça doit être des logiques à long terme, en fait. Ça doit être des logiques pour répondre réellement à des situations sur place. C'est-à-dire que moi, j'aimerais dire que vous savez, j'aime tellement l'Afrique, mais je me rends compte au fil du temps que on crée beaucoup de choses et au final, si on regarde, on a créé tant d'organisations, on a créé tant de choses, mais en fait, ça doit répondre réellement aux besoins de la situation. C'est-à-dire que ça doit pas être une autre organe qui a été créé juste pour mettre un autre nombre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Bon, si on regarde les organes qui ont été créés en Afrique, il y a tellement, et ça existe toujours, mais on connaît même pas des noms de certaines des choses qui ont été créées. Tellement que c'est à la mode, quand on a un besoin, on crée quelque chose. Mais tu sais, on a un problème, on crée. Il a raison, Samuel, hein, parce qu'on est devant une inflation d'institutions. Parce qu'on a une logique verticale. On veut créer une réalité à partir de constructions que je qualifierais entre guillemets de politique ou de bureaucratique, alors que les logiques de construction qui ont eu le plus de chances de réussir, c'est les logiques qui ont été construites par le bas. Ouais. C'est les entreprises, c'est les individus, c'est les échanges qui permettent de donner un contenu à une construction. Maintenant, en Afrique, on est souvent préoccupé par l'aspect institutionnel et on donne oublie le peu fond. d'importance C'est-à-dire, à l'esprit même de cette construction. On sacralise la forme. Qui sont les entreprises et les personnes, les femmes et les hommes. C'est important. Ouais. Donc, je reviens vers toi, Mzoura Al-Hayani, en parlant justement de la projection, enfin, de la vision à long terme concernant le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Maintenant, on parle du Burkina Faso et du Mali. Alors, quelle est ta vision
sur l'économie nigérienne. Enfin, quels sont les scénarios possibles pour l'économie nigérienne? Après les mesures que le CNSP a prises depuis son arrivée au pouvoir, on a vu qu'il a nationalisé certaines entreprises et même essayé d'avoir le contrôle sur les matières premières. Donc je dirais qu'ils sont sur la bonne base, mais comme on le disait tout à l'heure, les résultats, on le verra sur le moyen terme ou bien sur le long terme. Mais je dirais qu'il y a de l'espoir. Donc sur certains points, si on travaille bien et si on s'y met à faire un bon travail. Donc assez optimiste concernant le devenir de l'économie nigérienne. Oui, effectivement. Je dirais que... Moi, si je peux ajouter une chose, là, moi je dirais, M. Kobe, il a dit, maintenant il y a des Chinois, il y a les Russes, il y a les Américains, il y a les Turcs, il y a les Coréens, etc. C'est-à-dire que moi je me dis, ça sera eux de savoir comment gérer la chose. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de possibilités qui sont là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retomber dans les mêmes revers, en fait. C'est ça la question. En fait, c'est ça le danger de l'Afrique. En fait, nous, c'est comme si on aimerait tomber dans les mêmes revers. Alors que tu as un avantage actuellement. C'est-à-dire que l'avantage que tu as, tu vois qu'il y a plusieurs demandeurs des ressources que tu as. Ça sera aux Nigériens, au peuple nigérien et au gouvernement nigérien de savoir qui va aller avec qui ils vont aller selon leurs objectifs et l'atteinte de leurs objectifs. Quel est le partenaire idéal pour atteindre les objectifs? C'est-à-dire que là, c'est à eux de choisir leur destin en quelque sorte. Ils ont cet avantage qui est là, c'est-à-dire que mais ça dépendra de leur choix. C'est-à-dire que on espère que ça ira dans le bon sens parce que c'est l'Afrique qui gagne si ça va dans le bon sens. Mahfouz Kaobi, quels sont les scénarios possibles pour l'économie nigérienne dans les prochains mois ou bien les prochaines années? Très complexe. La zone est très convoitée, les intervenants sont nombreux. C'est le cas de l'Afrique aussi. L'Afrique est un grand marché, un très grand potentiel de développement et une source importante de matières premières. Et le monde actuellement, tout le combat autour des grandes économies se joue autour de 1. Sécuriser les approvisionnements, 2. Trouver des débouchés aux produits. On l'a dit dans les premières émissions que la difficulté pour l'Afrique, il y a une double contrainte. Certes, il y a une opportunité énorme, c'est qu'on dispose de richesses, mais le malheur aussi. Ceci peut être notre malheur parce qu'il y a les manipulations, les interventions et directes et indirectes des grandes forces et le développement, on ne cessera jamais de le dire. Le verbe se développer est un verbe d'action. Alors la difficulté, c'est que l'Afrique a toujours subi et ce qui a réduit de ses chances de bénéficier pleinement de ses potentialités. Maintenant, est-ce que les pouvoirs se sont émancipés? Est-ce que les pouvoirs aussi ont cette capacité de mobiliser les couches sociales? Parce qu'on ne peut pas faire de développement ni d'émancipation sans que ce développement soit l'affaire de tous. Et à partir de là, quand il y aura cette immunité collective, je dirais qu'on réduira de plus en plus de la marge d'intervention des forces extérieures qui, en réalité, ne veulent qu'optimiser leurs bénéfices au détriment des pays africains. Faut-il s'attendre à ce que l'économie nigérienne soit développée davantage dans les prochains mois ou bien les prochaines années? Seul le temps nous le dira, les indicateurs disent autre chose, mais il faut rester optimiste, comme l'a si bien dit Mazhoura Lahyani. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre application Africa FM sur App Store et Play Store. Je tiens à remercier Mahfouz Kaobi, expert en économie, Samuel Akizimana, chef d'entreprise, Mazhoura Lahyani, chef d'entreprise également, et vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Merci.